Bonjour, bonjour, ravi de vous retrouver. Je reviens de la fête médiévale de Bourringues, située en Belgique, à la frontière entre la France et la Belgique. Une superbe fête médiévale qui s'est déroulée le 31 août et le 1er septembre dernier. Et j'y ai fait de superbes rencontres de passionnés comme moi. Je vous prépare une petite vidéo avec 2-3 choses étonnantes, des combats et des explosions. Pensez à vous abonner et activer la cloche pour être prévenu de la sortie de cette prochaine vidéo. Parmi ces rencontres, j'ai fait la connaissance du seigneur de Roli, Jacquemin de Roli, qui nous explique la justice médiévale au XVe siècle. Hop, stop, ne cliquez pas, restez, c'est pas chiant du tout. On parle instrument de torture, expression médiévale, condamnation et les conséquences, parfois très très douloureuses, des sentences. Le tout habillé d'humour, un humour comme on aime, belge bien évidemment. Vous allez voir, vous allez apprendre plein de choses intéressantes et vous allez surtout bien rigoler. Un grand merci à sa seigneurie de m'autoriser à diffuser son spectacle. Je vous mets les références en description. Bonne vidéo à tous, à très bientôt, bisous. Donc, bienvenue, on est en 1462. Je suis seigneur de Roli et j'ai la chance d'avoir ce qu'on appelle la haute justice. Donc la haute justice, à différence de la basse justice, c'est que moi j'ai droit de vie et de mort sur mes sujets. Donc je peux rendre un jugement et en plus de ça aller jusqu'aux sentences très importantes et même jusqu'aux peines de mort. C'est tout ce qu'on va voir aujourd'hui. Je vais vous expliquer toute la procédure. Vous verrez qu'il n'y a pas que la torture dans la justice, mais c'est quand même une grande majorité de la partie judiciaire. Alors, comment on peut se retrouver en justice? Eh bien, c'est comme actuellement. Il y a 3 façons de se retrouver en justice. On va avoir soit une personne qui est prise en flagrant délit. On la prend, on la met au cachot. Soit une personne qui va se rendre d'elle-même, soit une 3e case, et là, ça va être la diffamation. Donc, imaginons, on voit madame en train de voler une pomme, son voisin a quelque chose contre elle, il va la dénoncer au seigneur et elle est prise, elle se retrouve dans les rouages de la justice. Je vous ai parlé de cachot, ça a toute son importance. Pourquoi? Parce qu'on va prendre la personne, on va la mettre au cachot. C'est une pièce qui est située dans le château. Le mot cachot a son importance, pourquoi? Parce que dans nombreux châteaux, vous allez aller visiter ce qu'on vous nomme les oubliettes. C'est un grand puits comme ça, où il y a un panneau oubliette et on vous explique que c'est là qu'on laissait les prisonniers, on les laissait pourrir, moisir, mourir dans les oubliettes. Il faut savoir que ça n'a jamais existé. Les personnes, on ne les mettait pas dans les oubliettes, on les mettait dans des cachots. Les oubliettes ont existé, le mot existait, mais ce n'était pas pour mettre les prisonniers, c'était simplement pour oublier quelque chose. Donc on oubliait par exemple de la nourriture. Donc on avait une grosse récolte de grains, on descendait ça dans des paniers en osier, on descendait ça dans le puits. Parce qu'on était à l'intérieur du château, donc ça peut faire une belle réserve bien à l'abri. Mais ça pouvait aussi servir, et c'est dans la grande majorité des cas, de glacière. Donc on découpait des gros blocs de glace en hiver dans les douves du château ou dans l'étang et on les descendait dans le puits pour avoir de l'eau extrêmement fraîche. Mais jamais on laissait une personne pourrir dans un château avec toutes les maladies qui pouvaient se développer et surtout les rongeurs qui pouvaient arriver. Donc on mettait les personnes dans un cachot, c'est super important. Alors au fur et à mesure de la présentation, vous allez voir que je vais vous donner quelques explications sur différentes expressions qu'on utilise encore actuellement. Et on ne sait pas pourquoi, mais on les utilise et à partir de maintenant, vous allez essayer de les retenir parce que c'est toujours bon à ressortir. Donc si vous n'en retenez qu'une ou deux, c'est déjà ça, j'aurais fait mon travail. Donc essayez de retenir les expressions. Il n'y en aura pas tout de suite. Tout d'abord, je vais vous parler de la première partie de la procédure judiciaire, ce qu'on appelle la question. Alors qu'est-ce que c'est la question? C'est en fait une partie primordiale dans la procédure puisqu'on va essayer d'obtenir l'aveu de la personne. Comme je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez arriver en justice suite à de la diffamation. Donc vous n'avez peut-être pas fait, madame n'a peut-être pas volé de pommes. Le problème, c'est qu'elle se retrouve dans la procédure judiciaire. Et tant qu'elle n'aura pas avoué, on ne pourra pas passer au jugement avec la sentence qui s'en suivra. Donc, on va faire tout pour essayer d'avoir les aveux de madame. Si c'est quelqu'un qui s'est rendu à la justice, ça peut aller très vite. Si c'est quelqu'un qui est pris en flagrant délit, là, elle risque aussi de dire « Non, c'est pas moi, c'est le voisin, il me ressemble, on est cousins. Ouais. » Mais ça peut durer très longtemps. On prend la personne et on vient la mettre dans la salle de justice du château. On n'est pas encore en public, par après vous verrez que les sentences se donneront en public. Là on est à huis clos avec le seigneur juge, les témoins, parfois la défense et surtout le bourreau. Ce n'est pas moi qui vais utiliser les instruments. Ici aujourd'hui je vais vous les montrer. Ce qui va servir c'est, donner les sentences, celui qui va donner les sentences, pardon, c'est le bourreau. Donc on va prendre la personne et on va la mettre sur la chaise à clous tout d'abord. Donc la chaise à clous, ce sont des clous en bois. Ça peut arriver
c'est d'avoir des clous en métal aussi. Tantôt, vous pourrez aller les toucher. Déjà, ça fait très mal. Quand c'est des clous en métal, on peut en plus passer un flambeau en dessous de la chaise et chauffer le métal. Comme ça, en plus des points d'impact, vous avez des micro-brûlures. Donc la personne va être maintenue au niveau du cou ou du front par rapport à la hauteur. Vous allez avoir un maintien aux chevilles et un maintien aux poignets. Comme ça, la personne ne sait pas bouger. Il faut savoir que toute la procédure va se faire nue. Donc ce qu'on appelle nu à l'époque, ce n'est pas entièrement nu comme on l'entend maintenant. Nu, c'est avec la couche blanche qu'on a en dessous. Voilà, c'est la première couche blanche. Donc c'est un tissu de lin qui est extrêmement fin et donc ça fait très mal. Et c'est facile de lever pour brûler la personne ou quoi que ce soit. Donc on a très facile, on a accès à tous les membres qu'on veut mutiler. Donc vous avez la personne qui est sur la chaise à clous. Il faut savoir qu'on est le premier jour, c'est ce qu'on appelle la question primaire. Question primaire, il ne peut pas avoir de sang qui coule. Donc on va s'arranger pour ne pas que le sang coule. Vous allez voir qu'on va utiliser différents instruments qui peuvent faire très mal sans pour autant faire couler le sang. Premier instrument qu'on peut utiliser, tant qu'on est sur la chaise à clous, c'est par exemple une plume. Donc on peut la chatouiller, plus elle va bouger, plus elle va s'enfoncer et avoir des points d'impact douloureux sur la chaise. Une fois qu'elle est un peu calmée, on va lui poser la question. Est-ce que vous avouez? Non, je n'avoue pas. Et là, on peut continuer. On peut continuer avec, par exemple, des pinces avec des points d'impact comme ça. Donc, on va utiliser ça sur un orteil, sur un doigt, pour vraiment faire mal. On peut faire mal au point de disloquer l'articulation. Mais il n'y aura pas de sang, donc tout va bien. Alors, en parlant de disloquer l'articulation, on peut utiliser ceci aussi. Là, soit elle est sur la chaise à clous, soit elle est maintenue sur une table. Et on va lui éclater les articulations de la main, du poignet. Pour un plus gros modèle, on peut aussi éclater les articulations du genou, toujours sans verser le sang. Si malencontreusement, il y a un petit peu de sang qui coule, ça peut arriver, on peut quand même la blesser un petit peu. À ce moment-là, on est obligé de cautériser à chaud. Donc on a toujours un fer qui est dans le feu, on brûle et ça arrête de saigner, donc tout va bien, on continue. Donc voilà, ça c'est pour la chaise à clous. Imaginons que, non, on peut encore utiliser un autre instrument, c'est le sévice par l'eau. Sévice par l'eau à la question primaire, on prend la personne, elle a fait assez de travail sur la chaise à clous, elle n'a toujours pas avoué, on l'imagine couchée sur une table, sur un tréteau. Et on va la maintenir au niveau des chevilles, au bras, au cou, elle ne sait pas bouger, mais on va venir lui mettre une bûche de bois dans le creux des reins. Comme ça, la tête va être forcée d'être en arrière. Et là, on va verser. Le premier jour, on a le droit de verser jusqu'à 3 litres d'eau. Donc forcément, elle ne va pas ingurgiter 3 litres d'eau parce que ça va ressortir, mais elle va sentir très vite un sentiment d'étouffement. Et normalement, elle va pouvoir commencer à réfléchir, à avouer. Attention qu'elle ne va peut-être pas avouer tout de suite parce qu'elle ne sait pas la sentence qu'elle va avoir. Mais voilà, donc imaginons, elle ne veut pas avouer. Je crois qu'on a fait assez pour aujourd'hui, on va la prendre, on va la remettre au cachot. Et là, il va quand même falloir trouver des solutions, même si le deuxième jour, le sang peut couler. Si la personne est assez tenace, il faut quand même aboutir à un aveu. Et donc, on peut utiliser la personne, la mettre à ce qu'on appelle un pilori, donc c'est le piquet qui est là, et on l'immobilise en fait. Et on va venir lui mettre un petit collier, comme elle va avoir là-bas, un petit collier qui va la maintenir au niveau de la gorge et du cou. Et comme ça, dès qu'elle va s'endormir, elle va se piquer et se réveiller. Donc ça va amener la personne le lendemain extrêmement affaiblie, et donc la personne normalement devrait avouer plus facilement. Donc imaginons qu'elle n'est toujours pas avouée, c'est une coriace, et donc on peut là commencer à utiliser des ciseaux pour découper un lobe d'oreille, découper une narine, on peut utiliser un couteau, peu importe, on utilise quelque chose qui fait extrêmement mal pour enfin avoir l'aveu. Donc imaginons que là on a enfin obtenu l'aveu d'Isaline, donc elle est entièrement d'accord. C'est pas terminé parce qu'il y a un cas de l'histoire qui est resté dans les livres d'histoire justement. C'est par exemple le cas de Jeanne d'Arc. Elle a connu la torture, elle a avoué sur la torture. Mais au niveau de la question, le lendemain, hors torture, on vous repose la question. Est-ce que vous avouez les faits? Si là, Isaline se rétracte et dit « Ah non, 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 c'est parce que j'ai été torturée, mais je ne suis pas du tout coupable », là, c'est ce qu'on appelle une relapse. Et c'est ce que Jeanne d'Arc a fait. Elle était relapse, elle a dit non, finalement, moi je n'ai rien fait, c'est parce que j'ai été torturée. Et finalement, elle a terminé brûlée, sur le bûcher, parce qu'elle était relapse. Donc là, c'est sanction directe, voilà. Il faut avouer sous la torture, mais si on n'est pas d'accord avec l'aveu, eh bien tant pis.
Donc, imaginons, on a reçu l'aveu, on peut enfin juger la personne. On a l'aveu de la personne, on a les jugements et on va enfin pouvoir donner les sentences. 3 types de sentences possibles. Vous avez soit une amende pécuniaire, donc le Seigneur oblige à donner une certaine somme, on n'en parle plus, justice à faite. On peut avoir une sentence, ce qu'on appelle une peine d'infamie. Je vais vous l'expliquer après, c'est vraiment quelque chose qui paraît extrêmement ridicule, mais ce qui compte, c'est la finalité de cette peine-là. Et vous pouvez alors avoir aussi des peines de mutilation et des peines jusqu'à la peine de mort qu'on verra par après. Donc, je vous ai parlé de la peine pécuniaire, on peut parler maintenant de la peine d'infamie. Comment ça se passe? Vous allez avoir la personne qui est sortie du cachot. Et là, en public, on va aller la promener. On va la promener donc toujours nue. Donc là, elle est entièrement nue. Pour l'époque, elle est nue. Et on va lui placer un petit écriteau avec ce qu'elle a fait. On peut aussi y pendre, par exemple, des objets qui font penser à ce qu'elle a fait, parce que la majorité des personnes ne savent pas lire à l'époque. Vous allez avoir les gardes qui l'entourent, le Seigneur, et surtout un aboyeur public, donc quelqu'un qui va crier la peine qu'elle a fait. Donc jusque-là, c'est bien gentil. On promène la personne dans la seigneurie. On peut lui placer un masque comme ça, tout à fait ridicule, souvent un masque qui représente un animal. Tout ça dans le but d'humilier la personne. Ça ne fait pas trop mal, c'est pas trop grave. Ce qui va être très important, c'est la suite. Parce qu'à la fin de la procession, on va prendre la personne et on va lui dire, voilà, on vous a vu assez, on vous confisque vos biens matériels, immatériels et vous devez absolument quitter la seigneurie. C'est de là que vient le mot infamie, donc sans famille, vous êtes seul au monde, vous devez partir et essayer de vous faire accepter par un autre seigneur. Ce qui n'est pas non plus très facile. Actuellement, on change d'adresse, c'est facile, on s'inscrit dans une autre commune. À l'époque, il fallait se faire accepter par le seigneur, donc il fallait montrer patte blanche. Et mis à part un mariage, on ne sait pas rentrer dans une seigneurie comme ça, sans donner trop d'explications. Donc, on avait vu le masque, on peut aussi avoir ce qu'on appelle le carcan. Là, comme les oubliettes, il y a certains mots qui sont très mal utilisés. Là, ça passe tout seul, on peut l'ouvrir. Mais c'est ce qu'on appelle un carcan. Donc un carcan, c'est pour immobiliser la personne, mais la promener dans la rue. Donc au long de la journée, on va la promener. On ne peut pas la blesser, donc si c'est un ennemi, vous ne pouvez pas aller le blesser, en profiter. Mais vous pouvez par exemple lui jeter de l'eau bouillante, des déchets. Mais vous ne pouvez pas faire couler le sang. Sinon, vous devenez vous-même justiciable et vous passez devant le Seigneur. Donc c'est ce qu'on appelle ici un carcan. Il y a une pièce qui est très très similaire et parfois il y a certains livres historiques, certains endroits où on va vous appeler ça le pilori. Le pilori, ce n'est pas ça. Le pilori, c'est une pièce fixe. Comme on a vu tout à l'heure, un poteau avec une chaîne, ça peut être un anneau dans un mur, ça peut être une colonne au milieu du château, mais c'est toujours fixe. Le carcan, on balade la personne avec. Donc, à la fin de tout ça, on prend la personne, on t'a vu assez, retrouve une autre seigneurie et elle essaye de s'en sortir pour trouver une autre seigneurie. Si elle n'en trouve pas, c'est du vagabondage et donc ça pose énormément de problèmes. Le problème, c'est que ça met la honte sur la famille et donc c'est une peine qui est extrêmement redoutée. On préfère avoir une peine de mutilation qu'on va voir tout à l'heure ou alors avoir même une peine de mort plutôt que d'avoir la honte sur sa famille. Il faut se mettre dans l'esprit de l'époque, la famille était très importante, on avait vraiment des valeurs, il fallait faire très attention. Donc maintenant, on peut passer aux différentes sentences et aux différentes peines. Vous allez voir qu'il y a différents instruments qui sont là. Ils ne vont pas être tous utilisés. À la fin du spectacle, vous pouvez me reposer des questions pour les instruments que je n'ai pas demandés. Il faut savoir que depuis le départ de la procédure judiciaire, là les expressions commencent. Donc bien écouter et tout. Au début de la procédure judiciaire, on va commencer à noter. Donc on note l'identité de la personne. On note sur le sac l'identité. On met le nom de la seigneurie qui est à la haute justice et l'année. Et donc on va noter sur papier, donc c'est un greffier actuel, tout ce qu'on a à reprocher à la personne. Quand est-ce qu'elle a avoué, comment elle a avoué, combien de temps il a fallu, la question primaire, question secondaire. Et au fur et à mesure, on va venir mettre des documents, c'est ce qu'on appelle maintenant un dossier judiciaire. Dans ce sac-là, on peut aussi mettre par exemple une pièce à conviction, un poignard peut être mis dedans. Et donc l'ensemble des documents vont être placés sur un drap de lin, être replié et être cousu de manière à le sceller. On peut en plus ajouter le sceau du Seigneur. C'est une pièce qu'on va appeler une affaire, un sac à affaires. Là, vous allez avoir 3 expressions qui est arrivées jusqu'à nos jours, vous les utilisez, vous ne savez pas pourquoi, et je vais vous les donner là à la suite, donc ça fait beaucoup d'informations, essayez de les retenir. Vous allez avoir le dossier qui est monté, donc
tout est fait, tout est réglé jusqu'au jugement. On appelle ça l'affaire est dans le sac. Donc on a formé un sac, on a mis l'affaire dedans. L'affaire est dans le sac, c'est fait, on est tranquille, encore maintenant. Deuxième expression, elle vient du fait que dans un château, la pièce de justice, comme dans tout château d'ailleurs, il fait souvent très humide et il y a des rongeurs. Donc on ne doit surtout pas perdre les documents, tout comme on ne doit pas perdre la nourriture. Donc la majorité des choses sont mises en hauteur. On a des crochets au plafond ou un cordage tendu et on va venir accrocher tous les sacs à affaires. Et là, on n'y touche plus jusqu'au jugement. Et l'expression qui est arrivée jusque-là, c'est l'affaire est suspendue. Donc l'affaire est suspendue, on attend. On n'y touche plus, on attend. Troisième expression avec le sac à affaires. À l'époque, on a aussi un système de défense, comme actuellement des avocats. Si vous avez beaucoup d'argent, ça peut aller très vite. Si vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous payez l'avocat qui essaye de se dépêtrer, essayer d'avoir une petite clémence pour vous. Mais donc l'avocat a accès à votre dossier. C'est le seul qui peut déceler le sac à affaires, lui et le juge. Donc, il va déceler, il va regarder les documents, il va essayer de préparer votre défense. Le juge va, lui, essayer de trouver tous les arguments pour aller dans un sens ou dans l'autre. On va receller, on va au jugement. Et au moment du jugement, on réouvre le sac et là, l'avocat va pouvoir déblatérer tout ce qu'il sait sur la personne. L'expression qui est arrivée jusque-là, c'est vider son sac. Donc, sortir tout ce qu'on a. Voilà, l'avocat vide son sac et c'est de là que ça va. Joyeux anniversaire. Bon, ici on va voir quelques situations en direct de lecture de jugement. Donc, je vais avoir besoin de votre participation. N'ayez surtout pas peur, on ne fait que lire le jugement. On ne va pas mettre en scène, d'ailleurs le bourreau n'est pas là, je suis le Seigneur. Je vais expliquer simplement ce qui va se passer. Donc, j'ai besoin de 2 dames et 3 hommes. Ah non, l'inverse. L'inverse, on va faire l'inverse cette fois-ci. 3 dames et 2 hommes, vous pouvez venir près de nous. Vous pouvez passer là. N'ayez pas peur, c'est simplement pour vous lire. Oui, venez. Vous pouvez passer là-bas. 3 dames. Allez les hommes. Et les hommes peuvent venir aussi, n'ayez pas peur. Et vous êtes les seuls à avoir l'autorisation de vous asseoir. Si vous êtes fatigué, vous pourrez vous asseoir. Chloé, il faut le lire. Ah ben ils sont 3, voilà. Ah bah voilà, oui. Et les hommes? Alors, 2 hommes, un homme, encore un homme, s'il vous plaît, monsieur. Encore un Vous homme. voulez pas venir? Allez, monsieur. Vieille, là. Voilà, c'est bon, on a le total. Merci. Non, Isani. Et toi t'es quoi? Alors, je vous invite à vous mettre par là, ce sera plus facile au niveau manutention, s'il vous plaît. Voilà. Hop. Et donc, nous voici le jour du prononcé du jugement. Donc, ils savent pourquoi ils sont là, parce qu'il y a eu l'aveu. Et à partir de maintenant, ils vont savoir exactement la sentence qu'ils vont avoir dans les jours qui suivent, dans les semaines qui suivent. Mais il faut savoir qu'on ne traîne pas parce qu'il n'y a jamais de peine de prison. La prison, donc dans le cachot, était utilisée en attendant les jugements, mais jamais en tant que peine. Ça coûtait beaucoup trop cher de payer quelqu'un pour nettoyer la geôle, et donc ce n'était pas une peine intéressante pour le Seigneur. Donc, on va leur expliquer ce qu'ils vont avoir, un par un, et ils vont monter sur l'échafaud. Donc l'échafaud, c'est la partie centrale ici, qui est souvent surélevée, parce que l'idée, c'est de faire un spectacle. Donc à l'époque, c'est annoncé de longue date, et on va essayer d'avoir le plus de monde possible au spectacle. Pourquoi? Parce que ça fait tourner les tavernes, les restaurants, et surtout ça montre l'exemple. C'est ce qu'on essaye de faire aussi, c'est faire ça en public pour que ce soit le plus impressionnant possible, pour dire attention, chez le Seigneur Jacquemin de Roli, on ne déconne pas, on doit se tenir à carreau. Alors, on va avoir la personne qui monte sur l'échafaud, et ce petit tabouret va être super important. Pourquoi? Parce que encore maintenant, vous allez appeler ça un tabouret, mais vous pouvez appeler ça une sellette. Encore une expression qui est arrivée jusque-là, c'est être sur la sellette. Vous allez voir qu'ils vont y passer tous un par un, et c'est pas très stable. Et quand on est sur la sellette, encore maintenant, on ne sait pas trop vers quoi on va, et là c'est pareil, parce qu'ils seront sur la sellette, et on va seulement leur dire ce qu'ils vont avoir. Donc, il faut bien se mettre en tête qu'ils savent très bien ce qu'ils ont fait, donc ils n'ont pas à être étonnés, mais on va leur lire leurs différentes sentences. Alors, on va commencer par l'affaire Marie Chaudas pour prostitution. Alors Marie Chaudas peut s'installer sur la sellette. Faites attention, c'est pas très stable, vraiment. Oui, non, si, non. Voilà. Donc,
l'idée c'est d'avoir une personne qui est assise, qui est bien plus basse que le Seigneur pour la rabaisser. Elle se retrouve quand même nue devant tout le monde. Et donc, on va lui lire son prononcé. Vous allez voir que dans les différents jugements, chaque terme a son importance. Les termes importants, j'y reviendrai par après pour donner quelques explications. Ils sont vraiment choisis pour faire un tour général de la procédure. Par devant nous, magistrats, juges et témoins, relatons qu'en ce 18 avril 1462, Marie Chaudas, dite Marie au dur téton, nous a avoué à la question avoir commis le délit de prostitution en un lieu seigneurial. En effet, Madame si avant dénommée avait été vue faire des allers-retours mamelle à l'air dans le sentier derrière le cimetière et entraîner ses clients sous le chêne pour livrer sa chair. Ce chemin appartenant aux terres de votre bon Seigneur, il est de mon devoir de sanctionner comme il se doit ces actes immoraux et interdits en de tels lieux par notre juridiction. De par ces faits, de par ses aveux, Madame Chaudas sera condamnée à recevoir 30 coups de fouet qui seront suivis de l'arrachement des chairs gauches de sa généreuse poitrine. J'ordonne que demain matin, au premier chant du coq, Madame soit amenée sur l'échafaud pour l'amende honorable. Elle devra ainsi reconnaître publiquement sa faute et demander pardon à Dieu, au roi et à la société. Elle subira ensuite la dite mutilation par notre officier judiciaire. Après arrachement, le fer sera appliqué pour stopper tout écoulement. Alors un petit peu d'explication. Donc Madame, elle est prise pour prostitution. Ce n'est pas le fait qu'elle soit prostituée qui pose problème, c'est le fait qu'elle ait fait ça dans un endroit où elle ne pouvait pas. On a dit que c'était à l'arrière, dans un sentier derrière le cimetière. Le sentier, il appartient au Seigneur, donc elle ne pouvait pas. Elle a le droit d'exercer sa profession, soit chez elle, soit dans une maison close, soit à l'intérieur de l'enceinte du cimetière. Alors là, actuellement, on se pose la question comment c'est possible. À l'époque, l'enceinte du cimetière était vraiment quelque chose de sacré. Et donc on avait interdiction d'arrêter qui que ce soit dans une enceinte de cimetière. Il était totalement interdit. Et donc Madame elle est allée faire son business à l'arrière du sentier, sur le domaine du Seigneur, et donc elle est totalement condamnable. Sa première sanction, ça va être de subir les coups de fouet. Il faut savoir qu'un tel fouet, c'est un fouet qui était déjà utilisé par les Romains. C'est des lanières de cuir et en plus de ça, vous avez des petits nœuds pour faire un peu plus d'arrachement de chair. Vous pouvez en plus venir mettre des petits osselets, des petites pierres dessus, pour vraiment faire un gros marquage et vraiment déchirer les chairs. Il faut savoir que 30 coups de fouet, c'est déjà énorme, parce qu'au-dessus de 40, il est prouvé au moment de la crucifixion de Jésus, par exemple, il y a plein d'études qui ont été faites, il a subi, je pense que c'est 40 coups, 40 impacts qu'on voit sur le sensuaire, et c'était vraiment la limite supportable, parce qu'après, vous pouvez avoir des gros problèmes d'œdème pulmonaire, l'eau qui peut monter, rien qu'à cause des coups de fouet. Donc elle va déjà ramasser 30 coups de fouet. Mais la sanction ultime qui va marquer à jamais sa vie, ça va être l'arrachement gauche de sa généreuse poitrine, comme dit dans le... Et gauche, pourquoi? Alors, pourquoi gauche? Donc, on va prendre la pince, on va lui arracher le sein gauche, à chaud ou à froid, mais dès qu'il sera arraché, il va avoir des saignements, et là, on doit placer un fer chaud pour arrêter tout saignement, donc on la brûle en plus. C'est un peu petit. Mais bon, pourquoi la gauche? Il faut savoir qu'à l'époque, tout le monde était au courant des lois, des règles et surtout de l'aboutissant de la procédure judiciaire. S'il y avait une mutilation qui était faite, elle devait se faire à gauche. Pourquoi? Parce que comme ça, c'est un marqueur de justice. Dès qu'il y avait un poignet qui était coupé à gauche, le sein de madame à gauche, l'oreille arrachée, ça se faisait à gauche. Comme ça, dès qu'on le voyait, on savait, attention, celui-là, il faut s'en méfier. On ne va pas l'engager dans notre commerce, on ne va pas lui donner une pièce s'il fait l'aumône. Donc, c'est des personnes qui vont être complètement rejetées de la société. Si malheureusement, madame, en coupant du bois, se coupe le poignet, là, elle peut avoir une dérogation du Seigneur disant que c'est un accident et ce n'est pas un marqueur de justice. Voilà, madame, elle n'aura plus qu'un sein, donc forcément, son business va être un petit peu amoindri et ça va lui donner à réfléchir pour autant qu'on sache quand même la soigner parce qu'on est quand même loin de tout ce qui est des infections. Vous allez voir que ce n'est pas la seule mutilation, vous allez en subir aussi. Un grand merci, madame. Attendez votre tour. Il y aura peut-être des Alors, pendules. on va pouvoir passer au deuxième cas. Il faut savoir que les peines ne sont pas fixées. Donc c'est souvent à l'appréciation du Seigneur, mais surtout à la personne qu'on a voulu toucher. Si on touche le Seigneur directement, elle est allée faire ça sur le patrimoine du Seigneur, et donc elle touche le Seigneur, ça prend directement de l'ampleur. Si elle avait touché le manant du coin, ça serait passé plus ou moins inaperçu. Vous allez voir que ceux-ci, pour la majorité, ils ont touché le Seigneur ou des classes sociales élevées ou le clergé.
Et donc là, il n'y a rien de très réjouissant qui va arriver pour eux. Alors, deuxième cas, affaire de diffamation par Guylaine Cocu, la colporteuse. Voilà, Guylaine, attention, voilà. Vous allez voir que là aussi, elle n'a pas de quoi être fière. Lors de la question, par devant moi, Seigneur de Roli, mes juges et témoins, vous avez avoué et réitéré vos dires d'avoir colporté de vilaines choses à mon sujet. En effet, voilà plus d'une saison qu'une rumeur des moins crapuleuses visant la destruction de mon mariage se répand à cause de vous. En rappel des faits, ma tendre épouse Idril avait quitté quelque temps le château pour rester au chevet de sa mère. Durant ce temps, ma cousine anglaise me fit l'honneur de sa visite sur mes terres. Il n'en fallut pas plus pour que de mauvaises langues comme la vôtre alliez commérer une liaison entre ma noble cousine, personne de bonne famille, et moi-même, votre bon et généreux Seigneur. De par ces actes, de par ces aveux, je vous condamne, Madame Cocu, à recevoir mutilation de votre membre en cause. Porté sur l'échafaud, votre langue sera coupée en deux, de l'avant vers l'arrière, et vos plaies seront serrées par le fer chaud. Alors, même chose, là, on va prendre la personne et on va mutiler le membre en cause. Donc, madame, c'était son sein gauche, et là, on va couper sa langue de devant en derrière, à l'arrière, avec une grosse paire de ciseaux ou avec un couteau, du moment que ça coupe, on est content. Et là, on va fendre la langue en deux. Et là, il y a de nouveau une expression qui est arrivée jusqu'à nous. Avoir une langue de vipère, ça allait raconter un peu n'importe quoi. Donc à vie, ça va être marqué par la justice, encore une fois, si on réussit à soigner les plaies sans infection, ça va être marqué à vie sur son corps, et donc on va se méfier de cette personne-là. On va essayer de la soigner, mais au pire... Voilà, un tout grand merci. Et les pieds, c'est ça que vous avez dit? Les pieds? Non, on n'a pas touché à ses pieds. J'avais compris, et les pieds. Les pieds. Vous avez dit dans le fer chaud. Non, non, les plaies. Non, non, les plaies seront oui. Donc dès qu'il y a une mutilation, qu'il y a le sang qui coule, on met le fer chaud pour stopper les écules. C'est peut-être moi. Alors, ici on va avoir un cas concret, c'est Messire de Fournay, le voleur. De Fournay. Alors, Messire de Fournay. De Martin. Messire de Fournay. Mets tes mains dans les poches. C'était un bourgeois qui a vraiment existé dans mon village de la lignée de Roli. Voilà. Au nom de notre bon Seigneur, vous verrez là que chaque terme a aussi son importance. Au nom de notre bon Seigneur Jacquemin de Roli, la haute cour du tribunal du même lieu sanctionne durement mais justement Pierre-Charles de Fournay, bourgeois de Roli, à la peine de mort. Vous allez voir que son statut va peut-être le sauver, comme il y aura le cas par après. Mais peut-être, on a dit. Hein. Il y a sauvé, sauvé, voilà. Vous allez voir qu'il sera sauvé, mais peut-être pas de la façon dont il pense. Durant plus de 15 ans, M. de Fournay a refusé de payer ses dettes en la personne de mon père. Lorsque je fis relief de la seigneurie et que j'ordonna la récupération des impôts impayés, Messire Pierre-Charles de Fournay refusa toute discussion, allant jusqu'à agresser mes sergents à l'aide de sa couillette. Alors, pour ceux qui ne font pas de médiéval, qui ne savent pas ce que c'est une couillette, c'est un petit instrument qui a bien donné son nom, c'est ceci. Donc vous voyez la couillette, pourquoi? Parce que c'était une arme de base, tout le monde l'avait, aussi bien noble bourgeois que le bas peuple, c'était une arme de défense. Si vous étiez embêté, vous pouviez riposter grâce à votre couillette. Donc souvent c'était un coup dans le ventre, mais ça pouvait aussi servir à les couper, d'où le nom couillette. Donc monsieur, il avait le droit de riposter à une attaque, mais là c'était une attaque des sergents du Seigneur, donc il n'avait pas trop intérêt à l'ouvrir. Le problème c'est qu'il a voulu faire le malin et il a voulu planter un sergent du Seigneur. Didier. Pour ces raisons, Messire de Fournay recevra une sentence digne de son rang et de sa bourse. La tête lui sera tranchée avant le repas de midi de demain. Messire de Fournay, en demande de ses dernières volontés, recevra le sacrement avant sa belle mort par le curé. Vous voyez? On se plaint, mais... Messire de Fournay, vous avez la bourse, mais j'ai la justice. Comme le dit ma devise, elle est là sur le drapeau. La justice pour la paix. Là est en latin. Donc, vous rirez moins la tête sur le billot, la hache sur la nuque. Bon cachot, monsieur de Fournay, bon voyage, monsieur de Fournay. Et donc, ce qui va se passer pour monsieur, c'est qu'on a dit qu'il était bourgeois. La différence entre noble et bourgeois, c'est que le noble, il est noble de famille. Donc, c'est de génération en génération, ça tombe à la 10e génération, il n'y a plus d'argent. Donc, un noble peut être tout à fait ruiné.
Le bourgeois, par contre, c'est parce qu'il a fait fortune. Il a de l'argent, on sait qu'il a de l'argent. Souvent, c'est un commerçant qui s'est bien développé. Donc, lui, on sait qu'il a de l'argent. Et donc, il a pu payer très cher le Seigneur pour obtenir ce qu'on appelle une belle mort. À l'époque, recevoir une belle mort, c'est avoir la tête tranchée. Et en plus de ça, avoir les saints sacrements de l'extrême-onction. Donc, il va avoir la tête tranchée. Il faut savoir qu'on est quand même loin de la guillotine. On est quand même 300 ans avant. Et donc, pour trancher la tête, on va avoir un seul instrument, enfin 2 instruments, le bliot, mais aussi on va avoir la hache qu'on va utiliser pour trancher la tête. Il faut bien s'imaginer que ce n'est pas au premier coup de hache qu'on va réussir à lui trancher la tête, mais ce sera une belle mort parce que c'est une mort noble. Voilà. C'est grâce à ça que monsieur n'aura pas de honte sur sa famille, ni sur lui. Une belle mort, on n'en parle plus. Merci monsieur de Fournay. Allez, Et il ira au paradis surtout. Sans tête, mais au paradis quand même. Alors, l'avant-dernier cas qui n'est pas très glorieux non plus, c'est l'affaire de Dame Ginette, la serveuse empoisonneuse. Donc Dame Ginette sur la sellette. Là, c'est vraiment une mauvaise. À mon avis, j'aurais une moche mort. Ah, ça va être laid, ça va être très laid. Mais vous allez pouvoir vous en sortir, ou pas. Donc ça, on verra le cas, on verra si vous plaisez, on verra comment ça va se passer. Par devant nous, seigneurs nobles et bourgeois, tous siégeant au tribunal de la Haute Cour de Justice de Roli, comparaît en ce jour de l'an de grâce 1462, Dame Ginette dite Berthe la Pucelle. Ça, c'est un petit terme qui a toute son importance. Suite à ses aveux, la dite Pucelle servant à la maison de Roli nous a confié avoir tenté un empoisonnement en ma personne lors du festin de la Saint-Jean donné au château. Lors de cette ripaille de haut rang, mes invités comptaient parmi les plus nobles de notre contrée. C'est lors du service du gibier que messire Lambert, seigneur de la Tour de Fagnol, se vit infligé d'un violent mal de boyau. Il n'eut ni le temps de crier garde, ni le temps de rejoindre les latrines qu'il se vida tant d'en haut que d'en bas, baignant dans son jus à l'odeur nauséabonde. Il s'ensuivit un essoufflement, le faisant bramer comme un cerf et de nombreux délires. Malgré les bons soins apportés par notre apothicaire, notre bon messire Lambert trépassa à la vue de tous. Après ouverture, donc il y avait quand même quelques petits détails qui faisaient penser à un empoisonnement. Après ouverture, il fut retrouvé dans ses entrailles des grains de belladone. Donc ceux qui ne connaissent pas, la belladone c'est une plante qui était très utilisée parce que l'ensemble de la plante est toxique, mais surtout les petites baies noires qu'on peut très facilement venir mettre dans un plat de gibier. C'est ce qu'elle a voulu faire pour m'empoisonner moi. Fort heureusement, votre esprit quelque peu réduit vous a joué des tours et le morceau empoisonné qui était destiné à madame, qui m'était destiné fut servi à notre pauvre homme de Fagnol. Votre plan machiavélique, Dame Ginette, fut un échec. Vous qui, lors de la question, nous a avoué avoir tenté un empoisonnement de ma personne pour motif d'un manque de respect de ma part, vous ne servirez plus. Par ces faits, je condamne Dame Ginette, dite Berthe la Pucelle, à la pendaison. Non, encore une fois, elle a touché le Seigneur. Mettez-vous debout. Oui, vous pouvez vous mettre debout. C'est le moment de faire jouer de vos C'est maintenant qu'il faut vous vendre. Maintenant, il faut vous vendre un petit peu. Comme le prévoit la loi de notre Seigneurie, je serai dans... Sortez. Je serai dans l'obligation ultime de m'adresser à la foule venue assister au spectacle pour demander épousailles. Alors là, vous ne comprenez plus trop ce qui se passe. Comme vous le savez certainement, bien que très laide, impotente, méchante et d'infortune, vous pourriez être lavé de vos péchés par le sacrement du mariage, mais ce sera alors votre futur époux qui portera vos fautes. Alors, un peu d'explication. On a dit que madame était pucelle, donc elle est dans un des 3 cas de figure. Soit elle n'est pas mariée, soit elle est dans les ordres, soit elle est veuve. Là, elle n'est pas mariée, donc elle... Non, mais elle n'est pas liée par le lien du mariage, donc elle pourrait de nouveau se marier. Du moment qu'on est libre par le mariage. Donc le Seigneur a l'obligation de s'adresser à la foule. Il y a en permanence un prêtre qui est là. Et le prêtre peut servir soit à donner l'extrême onction, soit pour un mariage dans ce cas-ci. Et là, vous allez avoir monsieur là-bas qui lève la main. Pour quelques raisons, si vous voulez bien. Ouais. Donc, même qu'elle est dans cet état-là, si vous voulez la marier quand même, vous avez... tout à fait, vous connaissez très bien ce qui peut advenir de votre futur. Parce que, il faut savoir que madame pourrait être liée, pourrait être lavée de ses péchés par le mariage. C'est peut-être intéressant pour vous de la marier parce qu'elle a un terrain qui est intéressant à côté de votre maison, elle peut avoir un petit peu d'argent, peu importe, il y a quelque chose d'intéressant pour vous. Donc vous allez lever la main et vous allez être marié.
par le mariage, vous allez être lavé entièrement de vos péchés. Mais à ce moment-là, donc vous, on n'a plus rien à vous reprocher. Ce sera monsieur qui pourrait porter vos fautes si vous recommencez les mêmes délits. Et à ce moment-là, comme c'est monsieur, c'est un homme, on ne se pose plus la question, pucelle, pas pucelle, rien du tout, il sera pendu. Et là, il y a une expression qui est super intéressante à retenir, si vous devez en retenir qu'une, je sais bien qu'il y en a déjà eu quelques-unes, c'est quand on se marie, il y a une expression qui est arrivée jusque-là, avoir la corde au cou. Donc on dit, ah toi tu te maries, tu as la corde au cou, c'est être prête à être pendue pour les bêtises de madame. Voilà, donc madame, elle s'en sort bien finalement, elle est mariée, elle a gagné sa journée. Voilà, il faut faire attention pour lui. Alors on a le dernier cas, vous allez voir que ça vaut la peine d'avoir attendu. Maintenant on est quand même, on est à l'ombre, c'est un peu plus agréable que tout à l'heure. On a l'affaire de Brieux-Deltric pour engrossement de sœur Marie-Clara. Vous pouvez prendre place. Alors là, il a quand même tapé fort, c'est le cas de le dire. Alors il a tapé très fort parce qu'il est allé au couvent. Il faut savoir que la religion n'a pas le droit. Ça va. Il faut savoir que la religion n'a pas le droit d'utiliser les instruments en direct, mais la religion a tout à fait le droit de payer très cher le Seigneur pour passer en justice et que le bourreau s'amuse un petit peu avec Monsieur Deltric. C'était prédestiné quand même. Par devant nous, cours et tribunaux de la haute cour de justice, déclarons coupable Monsieur Brieux-Deltric ici présent. Si vous avez avoué quand même. Suite aux aveux, sinon c'est le bûcher, comme Jeanne d'Arc. Suite aux aveux de Monsieur Deltric d'avoir engrossé l'an dernier sœur Marie-Clara de l'Enfant Jésus, Monsieur sera jugé en conséquence de ses actes. Pour rappel des faits, notre bonne fille de Dieu a confessé avoir subi les avances de Monsieur Brieux. À la Saint-Valentin, ce monsieur lui demanda de lui tenir la main. À la Sainte-Marguerite, il en fit bien pire. Voilà, d'où le terme. D'où le terme. Il en fit bien pire au point d'engrosser notre pauvre sœur bénédictine, ne connaissant jusqu'alors que les plaisirs de l'esprit avec Dieu. Illuminée par les faits, telle une révélation, sœur Marie-Clara tomba dans le sexe et la luxure, posant de nombreux soucis au sein du couvent. Pour ces faits honteux et blasphématoires, Monsieur Brieux-Deltric subira mutilation de sa virilité par le clou et le marteau. J'ordonne que le dernier samedi du mois d'août suivant la fête de Pâques, après la messe en la cour de mon château, sa sanction lui soit donnée, lui servant de leçon et ne lui permettant plus d'accomplir de tels actes. Mais finalement, quand on regarde la date, le dernier samedi du mois, c'est aujourd'hui. Donc, puisqu'on est là, on a les instruments, le public est là, vous allez faire une petite situation. Donc, vous pouvez monter sur l'échafaud. Vous pouvez monter sur l'échafaud. Et donc on fait monter monsieur sur l'échafaud. Il y aura quand même des gardes parce qu'il ne va pas de lui-même monter sur l'échafaud. Il sait ce qu'il attend. On lui a quand même lu son prononcé avant. Et donc il va se mettre devant le bliot. Vous voyez que le bliot, il a déjà bien servi. Hein. Il se met très près du bliot. Et là, il va sortir son attribut. Il est sorti. Et alors, il y a deux instruments qui vont entrer en jeu, c'est un clou et un marteau. Et simplement, on va clouer son attribut sur le bliot. Voilà. Donc, il crie. Vous voyez qu'il a crié, mais il ne va pas crier quand même pendant des heures. Ça fait mal, on tombe en syncope 2-3 fois, on se redresse, tout va bien. Les gens vont commencer à partir tout doucement. S'il a un petit peu d'argent, il a le droit de lever la main droite et de crier « bourse ». Là, on sait exactement ce qu'il en est. Il ne va pas parler de ses bourses, je crois qu'il a déjà assez bien suivi. Il va parler de sa bourse, de son argent. Et donc, qui est là. Je croyais qu'il avait volé ma bourse. Et donc, il va crier bourse et il a le droit de payer très cher le Seigneur pour que le Seigneur aille chercher une pince et enlever le clou. Au mieux, il aura un piercing, on essaiera de soigner. Le problème, c'est qu'il quand il est dans cet état-là, c'est qu'il n'a dans cette situation-là, c'est qu'il n'a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Ah oui, il n'y a pas d'argent. Donc, monsieur est cloué. Donc, le bourreau ne va pas aller chercher la pince. Et donc, les gens vont commencer à partir parce qu'ils vont en avoir marre. Le spectacle est fini, on va aller boire un coup, on va aller manger un coup. Et monsieur est quand même sur le bliot. Et quand il en aura marre, il va faire justice lui-même. Et la seule solution, ça va être de tirer. Et donc, il va se déchirer complètement. Il ira faire un petit peu moins de tours au couvent. Il va laisser ces dames-là tranquilles. Et on peut dire que c'était le clou du spectacle. Un tout grand merci. Voilà, merci à vous.